Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un petit coup dans le rétro. Elle est trop bien ton t-shirt. Merci beaucoup. Et là, oui, c'est vrai qu'il est pas si mal. Et je suis très content de ce petit t-shirt de la série Noob. Ça veut dire que tu vas parler de Noob aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, nous allons parler d'un créateur qui lui aussi, comme Noob, se débrouille avec 3 bouts de ficelle pour nous pondre de bons films. Nous allons parler de Michel Gondry. Michel Gondry est un régisseur français, né en 1963. Il a vécu son enfance dans les Cévennes et c'est dans une famille férue de musique qu'il a grandi. Son grand-père, Constant Martin, était un inventeur de la clavioline, un des premiers synthétiseurs. Son père était féru de jazz, son frère était bassiste dans le groupe Ludwig van 88 et lui-même a été batteur dans le groupe Oui Oui. Il est aussi détenteur d'un BTS tapisserie, ce qui est très important parce qu'il a un rapport charnel avec les objets. Le bel objet, la belle texture, c'est aussi ça ce qui fait la patte de Michel Gondry. À partir de son groupe Oui Oui, il commence donc à faire des clips. Et là-dessus, il allie une technique au niveau de la rythmique avec en plus un sens de l'esthétique qui utilise beaucoup d'illusions d'optique. Et c'est un tic. À partir du clip Ma Ville, il sera repéré par Björk qui lui ouvrira une carrière internationale. Il va en particulier travailler avec les White Stripes, avec les Rolling Stones, avec Chemical Brothers. Il fait en tout, en gros, une centaine de clips. Il travaille aussi dans la pub, où il se fait remarquer par exemple pour la pub Smirnoff, où il utilise pour la première fois intelligemment l'effet Smirnoff, justement, ou l'effet Bullet Time, qui sera réutilisé ensuite dans Matrix. Même si ce n'est pas lui qui l'a inventé, il l'a bien codifié et surtout il l'a bien utilisé. Il a réussi à en trouver l'utilité. Et c'est ce sens esthétique qui le fait repérer par Hollywood et qui lui fait donc ouvrir les portes du long métrage. C'est pour l'occasion de son 8e long métrage que nous allons donc revenir sur sa chronologie. Michel Gondry est un réalisateur atypique qui, à l'instar de sa réalisation, justement, allie beaucoup d'éléments qui pourraient sembler contradictoires. Nous allons donc essayer de les voir plus clairs, en commençant par son premier film, Human Nature, sorti en 2001. Human Nature est l'histoire de Lila, jouée par Patricia Arquette, une naturaliste jeune et séduisante, mais à la pilosité exubérante, et Nathan, joué par Tim Robbins, un scientifique complexé et obsédé par les bonnes manières, qui ont tous les deux perdu foi en la race humaine. Elle a trouvé le repos en allant vivre dans la forêt et en s'entourant d'animaux, lui mène des expériences sur des souris en espérant rendre les gens meilleurs. Sur la route, ils font la connaissance de Puff, joué par Rhys Ifans, un humain qui a grandi seul dans la forêt et tente de l'éduquer, mais Lila va se battre pour préserver l'âme vierge et innocente de cette vie hors norme. Chacun des 3 personnages raconte l'histoire selon son point de vue. Lila est en prison et raconte ça aux inspecteurs, Nathan, lui, est au paradis ou purgatoire ou en enfer et raconte ça à on ne sait pas trop qui, et Puff, lui, est devant une commission pour expliquer son cas en tant qu'enfant sauvage qui veut retourner à la vie sauvage. Ce film présente un problème. Il a été réalisé par Michel Gondry, mais il a été scénarisé par Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, c'est un des meilleurs scénaristes du nouvel Hollywood qui a décidé de briser tous les codes. En effet, il voulait montrer qu'on pouvait raconter une histoire tendre, mais aussi dangereuse et subversive, qui allait complètement à l'encontre des codes hollywoodiens. Et il a parfaitement réussi. Le problème, c'est que dans ce cas, il faut faire la part dans l'histoire entre ce que Gondry apporte et ce que Charlie Kaufman a écrit. Et c'est un petit peu difficile de faire la distinction. Les personnages, par exemple, sont dans la pure lignée de Kaufman. Nous avons déjà connu Kaufman avec le film Dans la peau de John Malkovich, qui avait été réalisé par Spike Jonze. Spike Jonze, lui, avait conseillé à Kaufman de prendre Michel Gondry, dont il admirait le travail, pour réaliser Human Nature. Et Gondry, en fait, montre déjà ses gimmicks dans ce film, mais en même temps, on ne sait pas trop ce qu'il y apporte au-delà d'une patte esthétique. En effet, le scénario de Kaufman repose avant tout sur la question de l'intégration dans la société. Lila est poilue et donc veut s'en débarrasser pour s'intégrer dans la société, mais aussi elle veut la rejeter, et donc entre deux. Tandis que Nathan est complètement obsédé par la société, vu qu'il est élevé dans les bonnes manières absolues, extrêmement strict, il va jusqu'à haïr son petit frère qui lui est beaucoup plus libre. Quant à Puff, comme c'est un enfant sauvage complet, eh bien, il n'a absolument aucune inhibition et surtout il n'a aucun contrôle sur lui-même au niveau social. C'est là une grande critique de l'hypocrisie, de l'artificialité de la civilisation, c'est un grand thème de Kaufman. Et ben le problème, c'est que justement, c'est bel et bien du Kaufman avant tout. Alors, ne nous y trompons pas, Gondry est un réalisateur avec une patte artistique, et il le prouve dans ce film déjà. On peut voir la différence déjà entre les plans dans les séquences joyeuses et les plans dans les séquences tristes. Les séquences joyeuses se trouvent dans des décors faits en carton-pâte, tandis que les actions tristes, elles sont plutôt dans du réel. Nous retrouvons par exemple de l'animation image par image, nous retrouvons aussi des effets de reflets dans des vitres, plein de petites astuces visuelles que Gondry utilise toujours. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit,
eh bien on ne peut pas vraiment distinguer au niveau pur du film quelle est la part de Kaufman et quelle est la part de Gondry dans les approches des personnages et les approches de l'histoire. Mon avis sur ce film, c'est que Gondry savait qu'il n'avait pas encore l'expérience sur les longs métrages. Il a donc voulu faire un galop d'essai, et pour cela il a demandé à Charlie Kaufman de lui donner un scénario complètement dingue. Il pouvait se mettre ainsi à broder esthétiquement, et à ne pas se soucier trop de la continuité au niveau scénaristique. En effet, quand on demande un travail à Charlie Kaufman, on a souvent de la très très bonne qualité. De ce point de vue-là, il était tranquille, et a pu se permettre de faire un film plutôt dans son style esthétique à lui, sans se soucier du reste. Malheureusement, ce sera donc un semi-échec. Mais il va se remettre tout de suite en selle pour un nouveau film qui lui par contre va lui inspirer beaucoup plus de sympathie. Est-ce que tu peux me passer les galettes s'il te plaît? Attends une seconde. Tiens, merci bien. Ah mais il n'y a pas tout là-dedans. Bah non. Ouais. Donc, on passe au deuxième film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Joel, joué par Jim Carrey, et Clémentine, jouée par Kate Winslet, ont vécu une belle histoire d'amour, même s'ils étaient très différents. Joel réservé, avec une vie très monotone, et Clémentine fantasque, spontanée et pleine de vie. Ils ont eu un merveilleux passé commun, pourtant, un jour, Joel ne comprend plus rien. Alors qu'il rejoint Clémentine sur son travail pour lui offrir un cadeau de Saint-Valentin, celle-ci ne semble plus le reconnaître, et pire, elle a un autre homme dans sa vie. Dévasté, Joel veut absolument comprendre ce qui se passe, et découvre l'existence de la clinique Lacuna, spécialisée dans l'effacement de souvenirs. Clémentine l'a fait rayer intégralement de sa mémoire qu'elle était malheureuse avec lui. Joel contacte alors l'inventeur du procédé, le docteur Mierzwiak, le docteur, pour qu'il efface également de sa mémoire tout ce qui l'a rattaché à Clémentine. Le processus est lancé et les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joel, les plus récents aux plus anciens. Eternal Sunshine est un beaucoup plus gros succès que Human Nature. Ça tient déjà à son casting, qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus large et beaucoup plus connu, à savoir Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson, etc., etc. Et Kristen Dunst, faut pas l'oublier. Ce film est beaucoup plus équilibré aussi par rapport à Human Nature. La distinction nette qui est faite entre le monde réel et la tête de Joel est la partie qui permet au style Gondry de s'exprimer le mieux. En effet, il peut filmer la réalité tranquillement, mais en même temps, il peut se lâcher complètement au niveau de son esthétique dans les souvenirs, leur donner un aspect de plus en plus irréel au fur et à mesure que les souvenirs s'effacent, et permettre ainsi une continuité aussi bien dans la narration que dans l'esthétisme. Au niveau esthétique, nous retrouvons tous les plans travaillés de Gondry, nous retrouvons ses reflets, nous retrouvons son carton-pâte. Et le scénario de Charlie Kaufman reçoit l'Oscar. Autrement dit, ce film-là est un succès aussi bien critique que public, ce qui permet à Gondry de se lancer bien plus largement dans ses projets plus personnels. Et c'est ainsi que nous arrivons au troisième film, La science des rêves. Le timide Stéphane, joué par Gaël Garcia Bernal, décide de revenir vivre en France où sa mère lui a trouvé un emploi. Mais Stéphane, qui est très créatif, découvre qu'il s'agit seulement d'aider à la fabrication de calendriers, activité aussi banale qu'ennuyeuse. Stimulé par la redécouverte de l'appartement où il a passé son enfance, il se réfugie dans le monde des rêves. Bien vite, il fait la connaissance de sa voisine Stéphanie, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui prend goût à son excentricité. Un très gros casting donc pour le premier film en France par Michel Gondry, entièrement écrit par lui. En effet, Eternal Sunshine avait été écrit par Charlie Kaufman, mais à partir d'une idée qui était venue dans la vie de Michel Gondry. Là par contre, c'est exactement lui qui a écrit, et c'est sur ses souvenirs à lui, sur son approche, que l'on fait tout le film. Bien qu'acclamé par la critique, pour moi, La science des rêves est un demi-échec. Bien que Gondry montre tout son univers là-dedans, il y a un élément qui me gêne énormément. Commençons déjà par les bons points. Gondry est un amateur des vieilles choses, des vieux cartons et des vieux bois, et l'appartement de Stéphane en regorge. Les rêves et les fantasmagories se retrouvent parfaitement illustrés. En effet, le côté carton-pâte et le côté petit bricolage à 3 francs 6 sous marchent parfaitement. Lorsqu'on voit de coton devenir des nuages, ce sont des nuages. Lorsqu'on voit Garcia Bernal dans sa baignoire couvert de petits papiers en plastique transparent, on a l'impression qu'il est dans l'eau. Donc là au-dessus, aucun problème. La distinction entre le rêve et la réalité se fait parfois très progressivement grâce à une gestion très habile des changements qui donnent un petit côté uncanny valley à l'ensemble. En particulier dans les séquences de cauchemar, et là-dessus c'est très bienvenu. Donc au niveau esthétique, encore une fois, rien à dire. Mais Gondry montre sa plus grande faiblesse, malheureusement. Il ne sait pas écrire des personnages. En effet, le personnage de Stéphane est incompréhensible. C'est à la fois un rêveur, un connard, un couillon,
Et puis franchement, je n'arrive pas à m'attacher à ce bonhomme-là. Je ne comprends pas pourquoi je devrais m'attacher à quelqu'un qui, surtout à la fin, se montre complètement comme un trou du cul, comme un enfant gâté. Il n'a absolument pas évolué et il se contente de faire un caprice. Ce que j'ai à reprocher avant tout à la science des rêves, c'est que je ne trouve pas ce film équilibré. Soit parce qu'on a trop d'informations d'un seul coup, soit on n'en a pas assez. Et puis, donc ces personnages qui sont malheureusement déséquilibrés parce que mal écrits, n'aident pas à rentrer dans ce film. Bref, je n'ai pas rêvé devant la science des rêves. Le 4e film de Michel, lui, va me convaincre. Il retourne aux États-Unis pour tourner Be Kind Rewind, Soyez sympa rembobiné, en France. À Pessac, dans le New Jersey, Mike, joué par Mos Def, est l'employé de Be Kind Rewind, le jeu vidéo-club d'Elroy Fletcher, joué par Danny Glover. Alors que M. Fletcher est parti quelques jours étudier les méthodes de la concurrence, la totalité des cassettes VHS de la boutique est effacée par Jerry, joué par Jack Black, un ami de Mike, qui a été magnétisé en tentant de saboter une centrale électrique. Pour sauver le vidéoclub de la faillite et satisfaire la demande des plus fidèles clients, les deux hommes décident de réaliser eux-mêmes les remakes des films effacés. 4e long métrage de Gondry, 2e film entièrement écrit par lui, ce film-là est un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Eh bien pour 2 raisons particulières. La première, c'est que son esthétique est arrivée à sa maturité complète. En effet, nous nous retrouvons avec un film dont la narration est égale à l'esthétique. Et deuxièmement, nous nous retrouvons avec un film qui invente un genre à lui tout seul, le suédage. Le suédage, c'est le bricolage des grands chefs-d'œuvre au cinéma. Vous pouvez refaire Jurassic Park, vous pouvez refaire Autant n'importe le vent, vous pouvez refaire La Cage aux folles. Il vous suffit simplement de prendre 3 bouts de ficelle et de vous mettre à tourner. Aujourd'hui encore, il existe des concours et des festivals de films suédés. Tout a commencé grâce à ce film. Là où je pense qu'il y a une maturité dans l'esthétique de Gondry, c'est qu'il ne s'arrête jamais de montrer ses petites astuces visuelles. Il y a bien entendu les moments où ils refont des films, et là où on voit tous les petits trucages qui sont donnés, mais nous voyons aussi dans des transitions ou dans la vie quotidienne des habitants de Pessac, des petits éléments qui nous permettent d'avoir une narration très fluide et qui utilisent à tout moment la caméra de la bonne manière. Donc, ce film-là, à mon avis, est le meilleur de Gondry. Puis arrive ce qui est considéré comme le vilain petit canard. À tort ou à raison. À savoir... The Green Hornet. The Green Hornet est l'adaptation de la série télévisée Le Frelon Vert, créée en 1966 avec Vince Williams et Bruce Lee, qui lui-même était une adaptation d'une bande dessinée, qui lui-même était une adaptation d'une série radiophonique. Britt Red, joué par Seth Rogen, qui est aussi le scénariste, est le fils de James Red, le propriétaire du quotidien The Daily Sentinel à Los Angeles. C'est aussi un fêtard invétéré, un peu immature et sans ambition. Lorsque son père décède subitement, Britt se retrouve à la tête du journal et découvre en même temps les talents de Kato, joué par Jay Chou, le chauffeur et mécanicien de son père, par ailleurs spécialiste en café, expert en arts martiaux, ingénieur bricoleur de génie. Pendant ce temps, Chudnovsky, un criminel impitoyable, est en sous contrôle sur tous les gangs de Los Angeles. Ce criminel, joué par Christophe Waltz, est tout en saloperie et tout en délicatesse, tout en étant en humour. En même temps, c'est Christophe Waltz, hein. Il peut tout faire ce mec-là, il peut tout faire. Un peu malgré lui, Britt Red devient un héros masqué, ennemi du crime sous l'identité du Frelon Vert, avec l'aide de Kato, chauffeur et surtout concepteur de la Black Beauty, une voiture truffée de gadgets. Si ce film est considéré comme le vilain petit canard de Gondry, ça tient en 2 mots. Seth Rogen. Seth Rogen, c'est le scénariste et l'acteur principal du Frelon Vert. Et ce mec-là est absolument antipathique. Alors autant son scénario est assez intéressant dans le sens où il se moque ouvertement de lui-même, mais malheureusement, Seth Rogen quoi. C'est son jeu, c'est sa façon d'agir, c'est sa voix et c'est son humour qui ne vont pas, qui déséquilibre un peu le film. Michel Gondry arrive quand même à faire un bon film, dans le sens où c'est un film divertissant, c'est un film équilibré, et avec pas mal de points d'humour. J'adore en particulier le fait qu'il se moque de Nespresso, dont il avait réalisé la première pub avec George Clooney. What else? On retrouve aussi quelques éléments esthétiques de Gondry, mais il faut bien reconnaître que malheureusement, là encore, comme avec Charlie Kaufman, le scénariste a réussi à bouffer un petit peu le réalisateur. Gondry hérite d'un projet qui mettait 10 ans à se faire. Il se retrouve donc avec un objet déjà formaté, déjà préparé, quand bien même le scénario se retrouve le cul entre 2 chaises. Il n'est ni subversif, ni vraiment conformiste. Gondry se permet donc de faire quelques éléments esthétiques, quelques effets stylistiques, mais dans l'ensemble, ça reste un produit assez formaté. Mais Gondry n'en a cure parce que pour lui, l'important, c'est avant tout d'aller là où on ne l'attendait pas. C'est très louable de sa part de sortir de sa zone de confort, mais ça nous donne un divertissement honnête, mais pas transcendant. Par rapport, en tout cas, à son prochain film, The Wee and the Eye.
À la fin du dernier jour de l'année scolaire, des élèves d'un lycée du Bronx font un dernier trajet ensemble avant l'été. On y trouve des adolescents bruyants et exubérants, les bisuteurs, les victimes, les amoureux, etc. Ce groupe évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Certaines relations deviennent alors plus intimes et révèlent des facettes cachées des élèves. Ce film est le grand méconnu de la filmographie de Michel Gondry. Et c'est très dommage parce que c'est un film qu'il faut voir, découvrir et redécouvrir. L'origine de ce projet, c'est l'histoire même de Michel Gondry. Il a vécu le bizutage quand il était petit, parce qu'il semblait plus jeune que son âge, et il avait remarqué aussi que dans sa petite bande de potes, quand il était enfant, eh bien, il y avait des tensions, des changements qui se faisaient lorsqu'ils étaient en groupe ou lorsqu'ils étaient isolés. Le tournage est fait avec des acteurs complètement amateurs, dans le sens où ce sont de vrais lycéens et d'un vrai chauffeur de bus qui les accompagne sur l'ensemble du long métrage. Au niveau esthétique, Gondry, je trouve, s'est calmé pour se concentrer beaucoup plus sur les personnages. En effet, il garde les gimmicks au niveau esthétique, en particulier les trompe-l'œil, pour les titres ou bien pour les vidéos qui sont faites sur internet, ou bien encore pour les séquences racontées et donc imaginées. Sinon, c'est une caméra au cœur de l'action, au cœur du bus, qui l'emporte. C'est en même temps presque une copie d'un slasher, puisque petit à petit, le bus, c'est-à-dire le lieu de vie de ces étudiants, se vide un à un, comme un survival. Il ne peut en rester qu'un seul à la fin, mais ce seul-là va devoir transporter toute l'émotion du film. Et c'est une véritable réussite à ce niveau-là. Je crois que c'est le seul Gondry qui réussit véritablement à m'arracher une larme, tellement l'histoire à la fin est belle. C'est bel et bien une histoire que voulait raconter Gondry, et surtout il l'a raconté de la meilleure manière possible. The Wheel and the Eye, c'est un film que vous devriez voir. C'est 1h45 dans un bus, mais quel bus et quelle histoire. Arrive le 7e et dernier film connu de Michel Gondry avant la sortie de Gazoual et Microbes. Il s'agit de L'écume des jours, d'après Boris Vian. Colin, joué par Romain Duris, a une vie très agréable. Il est riche, il aime les plats de son cuisinier Nicolas, joué par Omar Sy. Il adore son piano cocktail, contraction de piano et cocktail, une invention de Boris Vian, et son ami Chic, joué par Gad Elmaleh. Et lors d'une soirée où Nicolas l'a invité, Colin rencontre Chloé, jouée par Audrey Tautou. Ils tombent amoureux, se marient, mais Chloé tombe très malade pendant le voyage de noces. Et au fur et à mesure que le temps passe, Chloé va de plus en plus mal, alors que leur relation avec Chic et Alice se détériore. L'écume des jours est donc un film 100% français au niveau de la distribution comme au niveau de la technique. Et c'est un véritable blockbuster avec 19 millions d'euros de budget. C'est aussi un véritable choc esthétique. La patte Gondry est présente dans chaque plan. Et chacun exprime quelque chose au niveau de l'ingéniosité de ces plans. On n'arrive pas à comprendre exactement comment sont faits les trucages de Michel Gondry parce qu'il prend un malin plaisir à justement bouger sa caméra pour qu'on puisse voir sur tous les angles comment sont faits ces trucages, mais sans qu'on connaisse effectivement la recette. C'est un véritable tour de magie, avec aussi une énorme intelligence au niveau de sa symbolique. Pour ne citer qu'un seul élément véritablement génial, le passage à la fin du film qui passe de la couleur au noir et blanc pour montrer le deuil. C'est intelligent, esthétique et foutrement bien foutu. Les critiques par contre se retrouvèrent mitigées. À la fois ce furent des critiques élogieuses au niveau de la qualité esthétique, mais aussi on accusa le film d'être une véritable partouze de petits éléments épars et sans véritable fil conducteur complet. C'est malheureusement le problème lorsqu'on adapte un roman surréaliste, mais en même temps on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et surtout, c'est une occasion pour Gondry de donner un véritable film qui n'est que esthétique. Et là-dessus, on ne peut pas dire qu'il soit trompé. C'est un des meilleurs films qu'il ait fait, je dirais même son deuxième meilleur film pour l'instant, derrière Soyez sympa, rembobiné. Pour moi, ce film est une preuve que Michel Gondry est un réalisateur de premier plan. C'est à la fois un scénario bien choisi, donc qui prouve qu'il a bien compris quel était le moteur de l'histoire, mais en même temps, c'est un film au niveau esthétique qui indique à quel point ce mec-là est génial lorsqu'il s'agit d'être ingénieux avec 3 fois rien. Toutes ces images, en effet, ne passent pas par la paresse de l'image de synthèse. Ce sont uniquement des trucages en dur qui nous permettent d'avoir des images aussi bonnes que si elles avaient été retouchées par ordinateur par la suite. C'est à la fois un retour de force, mais aussi un retour aux sources pour Michel Gondry, qui revient à l'essence même de son travail esthétique qu'il avait sur les clips. C'est donc à ce moment-là que la boucle est bouclée, selon moi, et qu'il passe donc à son 8e long métrage qui va sortir le 8 juillet. Il doit être sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Il s'agit de Microbes et Gazoual. Daniel, surnommé Microbe, est un enfant timide et rêveur. Et Théo, dit Gazoual, plus ouvert et déluré, est parachuté dans sa classe en cours d'année. Une forte amitié naît entre les deux adolescents. À l'approche des grandes vacances, une idée folle naît dans la tête des deux amis.
construire leur propre voiture avec quelques planches et une tondeuse à gazon et partir sur les routes de France. Qu'attendre de ce film? Eh bien, je n'attends que du bon. Déjà parce que Gondry va de nouveau expérimenter quelque chose de neuf, mais aussi parce que, à mon avis, il va retourner à ses premières amours. Ce sera aussi son premier road movie, un genre qu'il n'avait encore jamais expérimenté et dont j'attends beaucoup de choses. Michel Gondry fait partie de ces très rares réalisateurs français que malheureusement nous avons plus ou moins perdu. Et c'est d'autant plus dommage que l'on ne reconnaisse pas autant son travail qu'il le devrait, parce qu'on n'arrive pas à lui donner l'argent dont il a besoin pour faire ses films. La plupart de ses réalisations sont faites aux États-Unis, où on lui donne enfin les moyens qu'il mérite, mais quand il vient en France, il nous fait aussi des films absolument formidables. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir Microbe et Gasoil. Je vous donnerai une petite analyse quand je l'aurai vu, et en tout cas je vous dis à la prochaine, on se revoit au cinéma.